Pour moi, le 7 octobre, c'est la conséquence. C'est-à-dire que c'est la culmination du fait qu'on n'a que des rapports de force dans la politique. Qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui fonctionne, c'est quand les deux parties sont plus ou moins contents et sont capables d'accepter le compromis. En 2023, quelques mois avant le 7 octobre, voire quelques semaines, il y avait des gens en Israël qui étaient en train de dessiner des cartes de sécession en disant ça va être Israël et ça va être la Judée. Et c'est terminé en divorce. Myriam Shermer, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est habitué à vous voir dans nos studios ou dans les studios d'I24 en tant qu'éditorialiste ou analyste politique. Mais là, vous avez sorti un livre qui s'appelle, que j'ai dans les mains d'ailleurs, Knesset 2026, Comprendre la politique israélienne. Alors, vous avez une façon et une passion pour la politique israélienne, une façon très pédagogique d'en parler. Ça vous vient d'où? Je sais pas. Non. Quand j'étais petite, je voulais être prof d'histoire. Donc c'est peut-être un peu ça. C'est-à-dire que je me suis toujours beaucoup intéressée aux événements et au pouvoir et à comment on interagit les uns avec les autres, comment en fait on règle nos affaires publiques. Ça m'a toujours passionnée. En fait, je pense que je vois ça comme un ensemble de relations entre des gens. Et j'aime bien comprendre comment ça marche. Et j'aime beaucoup aussi quand ça marche bien. J'aime bien l'efficacité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, dans ma tête, c'est probablement très clair. Et j'aime bien repérer les problèmes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre aussi, je pense. C'est l'idée de, OK, comment ce système, cet écosystème, il fonctionne? Qu'est-ce qui va pas? Alors, on a beaucoup parlé avant le 7 octobre du régime très problématique d'Israël en lui mettant sur le dos tous nos maux, en fait. Est-ce que, là, on approche des élections, est-ce que vous pensez que il faut le changer, ce régime, ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes dans la méthode. C'est évident. La proportionnelle quasi intégrale, c'est fait pour créer du brouhaha en fait. Ça crée parce qu'on a énormément de partis. Donc c'est aussi l'habitude des Israéliens d'avoir chacun son petit parti qui nous correspond précisément et moins l'habitude de voter pour une famille politique où il y a différentes sensibilités peut-être qui peuvent être représentées dans le même parti. Donc je pense que quelque part les électeurs israéliens sont un petit peu gâtés dans cette sens-là et ont moins l'habitude des compromis et du travail de synthèse idéologique qu'il peut y avoir dans un grand parti politique. Donc en ce sens-là, et ça crée des problèmes où ça devient une espèce de vaste de jeu de télé-réalité où on regarde que les personnages, qui va avec qui siège avec qui, et ça devient plus un spectacle qu'un travail d'idéologie et de questions très concrètes, c'est-à-dire comment on vit ici, comment on règle nos problèmes, comment on fait que tout ça marche, quoi. Donc ça, oui, bien sûr que la méthode, elle doit être changée, mais après, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense que dire que la méthode doit être changée, c'est un peu comme donner des conseils à un couple qui vient de se marier. C'est-à-dire que quand tout va bien et qu'on peut donner une série de conseils comme ça, oui, d'accord. Mais là, on en est dans une phase où il faut d'abord passer par le thérapeute de couple. Il faut pouvoir s'asseoir sur le divan du psychanalyste. Il y a beaucoup de ressentiments et de rancœur. Ça fait tellement longtemps que ça fonctionne mal qu'en fait, il y a un travail, je pense, à faire de déconstruction autour de ça. Et ensuite, une fois qu'on sera un tout petit peu réconciliés, on pourra se dire bah tiens, les règles on les change un petit peu, on fait évoluer certaines choses qui fonctionnent pas, mais pour ça il faut qu'il y ait un minimum de commun accord et on n'en est pas là pour l'instant du tout. Alors vous commencez justement le livre en posant, on va dire, des faits, en racontant ce qu'on a traversé avant le 7 octobre, depuis le 7 octobre, en essayant de poser une chaîne de responsabilité. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'est ça que vous avez voulu expliquer aux francophones du monde entier? Oui, c'est mon examen de conscience sur mon mea culpa à moi. C'est-à-dire que moi, vous savez, on parle beaucoup de qui est responsable du 7 octobre dans la classe politique et ça constitue un débat important et qui a lieu d'être. Mais je trouve qu'en fait, on est tous coupables. On est tous responsables. Nous, journalistes et nous, société. Parce que on a mis énormément d'énergie dans le conflit. On était tellement occupés à se chamailler qu'on n'a absolument éprouvé aucun intérêt à regarder ce qui se passait à nos frontières. Et puis la frontière gazaoui, c'est 1h30 du centre d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous autres journalistes, on était complètement happés
par ce conflit qui passionnait absolument tout le monde. Je trouve qu'on a les politiciens qu'on mérite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a tendance toujours à dire que ça commence en haut pour descendre vers le bas, mais moi je pense que ça commence vers le bas et ça remonte en haut. C'est-à-dire que les gens qui nous représentent à la Knesset aujourd'hui, les relations qu'ils ont entre eux, leur capacité à travailler ensemble ou à pas travailler ensemble, en fait, eux, ils font ce qu'ils pensent que leurs électeurs ont envie d'entendre et ont envie de les voir faire. Donc, ils font ce que leur fil Twitter pense. Ils sont motivés par l'algorithme, par ce qu'on va dire dans leur émission télé à eux, qui représentent leur famille politique à eux, et c'est tout. Et on en est là parce que c'est comme ça qu'on se fait élire en Israël, en plaisant aux adhérents et aux gens les plus vocaux, ceux qu'on entend le plus, les plus bruyants. Et donc on est coincé dans une boucle, mais qui commence aussi encore une fois par comprendre que c'est le titre d'un livre en France, on a les politiciens qu'on mérite, mais j'y crois énormément. C'est-à-dire que c'est eux qui sont le reflet de nous. C'est nous qui envoyons à la Knesset les gens qu'on veut voir nous représenter, et c'est nous aussi qui les approuvons ou qui les désapprouvons. Vous voyez? Donc eux, ils font ce qu'on leur dit, ce qu'ils ont l'impression qu'il va marcher en fait, tout simplement. C'est dans ce sens-là, c'est beaucoup plus des marionnettes ou le reflet que dans l'autre sens, à mon sens. Alors, vous parlez d'Israël, évidemment que vous aimez énormément, comme d'une start-up nation, tout le monde en parle, et c'est vrai que on a l'impression que le modèle high-tech et le modèle politique fonctionnent, mais à l'opposé. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans lequel on doit s'inspirer pour améliorer notre société? Oui, je pense que vous savez, on aime dire que c'est comme ça, 2 juifs, 3 opinions, on s'entendra jamais en Israël, etc. Oui, évidemment que l'ADN culturel juif et israélien, c'est la marloquette, la dispute. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est ce qui fait l'excellence, d'accord? Mais la Startup Nation, on a écrit beaucoup de livres sur la Startup Nation, sur le génie israélien. Qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement une personne qui a eu une idée de génie. C'est pas uniquement ça. Et ça, on peut vous expliquer le génie juif par plein de façons. C'est des gens qui arrivent à travailler ensemble, au final, pour délivrer un produit. Qui sont différents. Qui sont différents et qui doivent coopérer, tout simplement, pour délivrer un produit qui vaut des milliards de dollars que Google a envie de racheter. Il s'agit pas simplement d'avoir une idée. Il faut la faire fonctionner, cette idée. On va un peu à la facilité en disant que ce sera toujours le balagan, je parle du mot balagan dans le livre, que ce sera toujours le balagan en Israël. Non, c'est pas le balagan en Israël. On sait très bien se donner des objectifs. Maintenant, la différence, c'est que dans la high-tech, d'une part, il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent à perdre, en fait, si on tient pas ces objectifs. Et en plus, c'est un endroit où ils ont compris plus qu'ailleurs que le capital humain est crucial et que donc on va investir énormément de ressources, énormément de travail autour de la ressource humaine, énormément de travail sur le travail d'équipe, parce qu'on sait qu'en fait la clé elle est là. Il s'agit pas simplement de recruter des gens qualifiés, il s'agit qu'ils travaillent bien ensemble. On fait l'inverse en politique. On parle pas du tout du travail d'équipe entre les politiciens. Moi, à une époque, je voulais faire de la mindfulness à la Knesset. Les mettre au yoga, les mettre à la méditation, faire une petite séquence de chansons avant, parce que... Ça fait rire. Ça fait rire, mais oui, ça fait rire. Mais c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait que les députés, ils font du théâtre pour les caméras. On le sait, on sait qu'ils sont copains à l'extérieur et que quand ils rentrent dans la commission avec les caméras, ça s'engueule parce qu'ils savent que là où ça va crier, ça va atterrir sur les réseaux sociaux et donc dans le journal du soir. Donc en fait, toute la chaîne d'incentives, c'est l'inverse de la high-tech. On ne dit pas à quelqu'un « entends-toi bien » avec tes coéquipiers, on dit à quelqu'un « hurle sur tes coéquipiers » et comme ça, tout le monde sait dans le pays aujourd'hui qui est Tali Gottlieb parce qu'elle crie. Et il y a des dizaines de gens très compétents au Likoud, mais qui sont calmes, dont l'électeur moyen dans la rue n'a jamais entendu parler pour cette raison, parce que le journal télévisé n'en fera pas un sujet. Donc en fait, tout travaille contre nous. C'est vrai, mais quand vous parlez de la ligne, on va dire, du fait que l'argent soit la motivation ou d'en perdre ou d'en gagner. L'efficacité. Oui, voilà, ou d'en perdre ou d'en gagner. La motivation pour être efficace dans la high-tech, on a l'impression qu'en politique, c'est quand on est en danger, quand on est en mode survie, que là, ça commence à fonctionner. Oui, et encore, c'est pas la politique. Il est devenu commun de dire que c'est pas le gouvernement qui a sauvé Israël, c'est les citoyens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les Juifs, de par leur histoire, et les Israéliens, de par leur histoire, ont cette capacité de, j'en parle dans le livre, de devenir un essaim d'abeilles, de travailler de concert de façon absolument extraordinaire. On a cette capacité à communier, même presque entre nous. Vous vous souvenez des premières semaines après le 7 octobre? On était en communion. Et c'était très fort. Et les gens en Occident, parfois, ils éprouvent jamais ça, éventuellement dans un concert ou à un événement sportif. Mais nous, on connaît ça du quotidien. Seulement, je pense que l'erreur,
c'est de vouloir prendre des moments comme ça et d'en faire la règle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, les gens ont dit plus jamais le 6 octobre. À partir de maintenant, c'est l'union totale entre nous. Les 6 premiers mois, on était comme ça. Personne n'osait rien dire et tout. Mais moi, je compare ça c'est comme un couple de parents qui se jurent de ne plus jamais se disputer devant les enfants. L'idée que maintenant on va être unis et qu'on sera plus jamais fâchés, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, ça règle pas le problème. Et pour moi, le livre, c'est aussi une boîte à outils pour dire, regardez, le problème en Israël, c'est qu'on ait énormément d'identités et de familles politiques et d'idéologies dans un tout petit pays. On dit souvent que Israël est aussi petit que le New Jersey. On le dit souvent aux États-Unis. Alors en France, c'est la Bretagne. D'accord, j'ai cherché la région qui, en termes de kilomètres carrés, qui est le plus proche d'Israël, c'est la Bretagne. D'accord, Israël, 22 000 mètres carrés, 28 000 avec la Judée-Samarie. Voilà, c'est tout petit. Et donc, on a la taille du New Jersey, mais l'ensemble de la société israélienne dans le New Jersey. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, aux États-Unis, entre les Mormons du Utah et les progressistes de Los Angeles, il y a des milliers de kilomètres. Il y a un gouvernement fédéral. Ils ont des choses pour amortir les différences. Nous, 10 kilomètres entre Tel Aviv et Bnei Brak. On est les uns sur les autres avec des idéologies extrêmement différentes. Et non seulement on a beaucoup de mal à se mettre dans la peau les uns des autres parce qu'on ne se comprend pas. Parce qu'on ne se connaît pas aussi. Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne comprend pas les valeurs des autres. Et parce que en plus, on a des grands traumatismes. Je donne chaque famille politique avec à la fois son système de valeurs qui est différent et que parfois on n'arrive pas du tout à entendre. Et ensuite, chaque famille a son traumatisme. La gauche avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le sionisme religieux avec le désengagement, la droite traditionnaliste avec les années d'Oslo où les gens avaient l'impression de hurler et qu'on les entendait pas, les ultra-orthodoxes avec le fait d'avoir peur en fait de que leur identité soit atteinte, les Arabes israéliens qui sont dans une ambivalence par rapport à leur identité. Donc en fait, chacun a sa blessure qui est cicatrisée au fait autour d'une part l'impression de sacrifier pour ses idéaux et de pas être entendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les orthodoxes vont vous dire, nous on donne tout pour la Torah, on donne notre vie pour la Torah et vous méprisez notre sacrifice. Le sionisme religieux, on donne tout pour la terre d'Israël, on vit dans des endroits dangereux, on fait des sacrifices énormes et on est méprisé par les autres. La gauche israélienne, nous avons fondé l'État avec les kibbutzim, nous tenons la Startup Nation et vous nous respectez pas. Chacun comme ça, avec les Arabes israéliens, avec cette espèce on est pris entre le marteau et l'enclume et vous n'entendez pas notre identité complexe. Je me sers de la phrase de Lacan qui est de aimer, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas et dont il ne veut pas. D'accord? C'est que chacun a l'impression de donner ce sacrifice à l'ensemble de la société et le reste de la société dit mais ça nous intéresse pas, ce ne sont pas nos valeurs. Donc l'impression de ne pas être entendu, l'impression d'être méprisé et la gauche va accuser la droite d'Yitzhak Rabin, le sionisme religieux se sent trahi. Chacun se sent trahi en fait par les valeurs des autres. Donc ça fait beaucoup de non-dits et de cicatrices pour qu'on soit. Vous me parlez tout à l'heure de changer la méthode, mais là on a quelques bonnes années à se parler d'abord. Alors justement, ce livre arrive juste avant les élections qui seront soit en juin, soit en septembre. C'était, j'imagine, à propos. Ça aussi, c'est important pour vous que les francophones d'Israël prennent leur part dans ces discussions. Alors, c'est très joli parce que vous dites aussi Israël ne manque pas d'événements, il manque de conversations. Et pourtant, ça s'engueule dans tous les coins. C'est ça qui est fou. On a l'impression qu'on n'aborde pas les problèmes vraiment de manière profonde et concrète. Est-ce que c'est ça notre souci? Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez voulu écrire encore une fois ce très joli livre? Je pense que je me sers de Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain dans le livre, et qui lui donne une métaphore de un éléphant et son cavalier. Et il dit en fait, quand on aborde un sujet, une problématique politique, d'accord, l'avortement aux États-Unis pour ou contre, d'accord? Les gens vont avoir l'impression qu'ils vont raisonner à partir de faits. L'avortement, c'est bien parce que le choix des femmes. Ou l'avortement, c'est mal parce que le respect de la vie. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que le cavalier, c'est la raison. Et l'éléphant, on a des instincts, on a des fondations morales en nous qui nous viennent à la fois de notre éducation, de notre milieu, et aussi de notre personnalité aussi. Est-ce qu'on est optimiste par rapport au monde ou est-ce qu'on est pessimiste ou est-ce qu'on a l'impression qu'il faut se protéger du monde? Et donc, tout ça fait qu'en réalité, les gens
pour en revenir à la question sur la campagne électorale, les gens vont s'engueuler sur les faits. Bibi, pas Bibi, qui a été réveillé à quelle heure le 7 octobre, à 5h, non, à 6h30, non, qui est responsable, etc. Le Qatar, c'est grave, c'est pas grave, bon. Alors qu'en réalité, en fait, on a déjà nos opinions toutes faites. Vous voyez ce que je veux dire? On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à échanger avec quelqu'un, parfois de façon très virulente, en essayant de convaincre quelqu'un avec des faits. Mais lui, sa vision du monde, elle est déjà formée et elle est fondée sur des valeurs qui vont faire qu'il va se positionner X, Y, Z sur tous les sujets. Alors, comment on fait? Parce que ça paraît... D'abord, si on apprend à penser contre soi-même et à accepter que on peut ne pas être d'accord avec un point de vue, mais il n'en reste pas moins valide. Je reprends ma comparaison avec le couple. La paix dans le foyer, elle commence quand on arrête d'essayer de se changer mutuellement, on est d'accord. Quand on comprend que mon mari, ma femme ont des valeurs, des façons de faire qui sont parfois différentes des miennes. Et le sujet, c'est pas de le ou la changer. Le sujet, c'est OK, on a chacun nos besoins. Comment on fait fonctionner? Et c'est pas imposer son point de vue, c'est faire coexister des points de vue qui parfois sont très différents. On a des couples très différents, parfois avec des univers familiaux très différents. Et la question, c'est la base, c'est le respect. Je comprends pas forcément pourquoi tu fais ça, mais je te respecte. Et c'est la même chose dans l'éducation. Quand on essaie de comprendre son enfant et d'aller à sa façon, on obtient des meilleurs résultats que quand on essaye de lui imposer autre chose. On connaît ça partout. La politique, c'est un peu le dernier domaine où on a l'impression que si on traite quelqu'un de traître ou de fasciste toute la journée, à la fin, il va changer d'avis. Il va pas changer d'avis. Ce qu'il faut, c'est qu'on accepte et qu'on respecte des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Et ensuite, OK, où est le compromis? Alors vous expliquez dans le livre que notre monde a énormément changé. On le voit, tout a changé. La façon d'apprendre, d'étudier, de travailler, le débarquement de l'intelligence artificielle, etc. On a l'impression qu'on a fait des bonds en avant au niveau technologique et autres. Et la politique, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, surtout dans nos relations dans la sphère privée, que ce soit le travail, la famille, l'éducation, je vais donner plusieurs exemples, c'est des sphères où on a beaucoup changé dans notre façon d'approcher. Encore une fois, nos arrière-grands-parents, ils s'amusaient pas à lire des livres sur la pédagogie, une claque et puis c'était terminé. Et le mariage, on se demandait pas... on prend ce qu'il y a. Voilà, exactement. On se demandait pas si les époux étaient contents. Et le travail aussi, on imposait à l'employé et s'il est pas content, c'est la porte. On a changé parce qu'on a compris que la force, et encore la force, ça ne fonctionnait pas. Sauf en politique. En politique, on fonctionne encore comme ça, où on pense en fait constamment à imposer. À imposer. C'est-à-dire que la démocratie, c'est très compliqué parce que c'est prévu pour qu'on essaye d'avoir un compromis. Et en réalité, ça fonctionne pas très bien. On cherche toujours à imposer nos idées, à vaincre les gens. Le vocabulaire dont ils se servent pour parler de politique, c'est un vocabulaire guerrier. Vaincre, conquérir, abattre, etc. On est dans des rapports de force. Et je pense que... Ça manque de femmes. Aussi, c'est sûr. Ça manque de femmes, mais surtout, je pense que quand un couple ne va pas bien et que ça crie énormément à la maison, tout le monde est malheureux et c'est très facile à voir qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Dans la politique, on n'a pas forcément la même impression de payer le même prix. C'est-à-dire qu'on peut... les gens rentrent dans les réseaux et ils vont écrire des horreurs à quelqu'un sur Facebook, tu n'es qu'un traître, tu n'es qu'un facho, et ensuite ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était, sans forcément percevoir en fait la conséquence de leur action. Pour moi, et on revient à pourquoi j'ai écrit ce livre, pour moi le 7 octobre, c'est la conséquence. C'est-à-dire que c'est la culmination du fait qu'on n'a que des rapports de force dans la politique. Qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui fonctionne, c'est quand les deux parties sont plus ou moins contents, et sont capables d'accepter le compromis. En 2023, quelques mois avant le 7 octobre, voire quelques semaines, il y avait des gens en Israël qui étaient en train de dessiner des cartes de sécession en disant ça va être Israël et ça va être la Judée. Et c'est terminé, on divorce, on est en train de parler de la garde des enfants. C'est-à-dire que on était dans le conflit le plus exacerbé. Le prix, c'est d'avoir été tellement happé par ça, complètement pris en otage, et je pèse mes mots, qu'on a pas vu ce qui se passait à notre frontière. C'est l'aveuglement à force d'être pris dans ce tourbillon-là. L'efficacité, pour moi, c'est une société où on accepte qu'on coexiste avec des gens qui ont des valeurs différentes et on réfléchit très froidement, très pragmatiquement. OK, où est-ce qu'on peut couper la poire en deux? Mais de façon pragmatique, de la même façon qu'on le fait dans la Startup Nation.
pour avoir un bon produit. Et ce que je pense, c'est que non seulement on a payé le prix du 7 octobre, mais en plus, Israël ne peut pas se permettre de continuer à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que on a le même problème que beaucoup de démocraties, la polarisation, les réseaux sociaux, etc. On l'a pas inventé, ça existe partout. Mais on voit très bien que les régimes autocratiques se frottent les mains, interviennent dans nos conflits sur les réseaux, c'est-à-dire se servent de la division interne pour avancer leurs intérêts géostratégiques. Israël et toutes les démocraties occidentales ne peuvent pas se continuer à fonctionner comme ça. Et je pense que si nous, on est la Startup Nation et on est pionnier dans tant de domaines scientifiques, médicaux, agricoles, on peut aussi être pionnier dans l'intelligence publique. D'accord ? L'intelligence artificielle, l'intelligence publique. L'intelligence publique, c'est travailler avec ce qu'on a et délivrer le meilleur produit qu'on peut avoir. Mais pour ça, il faut travailler à nos relations. Alors pour ça, il faut travailler à nos relations, certes, mais il faut aussi des dirigeants qui sont conscients de ça, qui aient envie d'aller vers ça. Oui, mais ce que je disais, je pense qu'on a les politiciens qu'on mérite. Eux sont le miroir de nous et pas l'inverse. C'est-à-dire que quand nous, pour moi, si chacun qui lit mon livre est un tout petit peu capable de penser contre lui-même et d'avoir davantage de respect, pas forcément d'adhérer, mais de respect pour un point de vue différent du sien, alors il va automatiquement chercher des politiciens qui vont parler une langue différente. Vous parlez beaucoup de votre famille, justement dans le livre, notamment de vos enfants. Est-ce que c'est aussi un espèce d'héritage moral que vous voulez leur laisser avec ce livre, en tout cas de leur expliquer la société dans laquelle ils vont grandir pour qu'ils prennent les bonnes décisions? Oui, je pense que je vais dire ça comme ça. Moi déjà, de par mon parcours, je le dis dans la 4e de couverture, j'ai toujours été un peu entre deux. Entre la France et Israël, entre une famille ashkénaze et une famille séfarade, entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu. J'ai entendu les horreurs qu'on disait sur les ashkénazes et sur les séfarades, d'accord ? J'ai entendu les deux. Et donc, j'ai appris à traduire dans ma tête constamment, en fait, à faire ce grand écart. Et ça, c'était déjà quelque chose que j'avais. Mais ensuite, je pense que mes enfants, ils m'ont fait ce cadeau en les voyant grandir, de comprendre à quel point c'était inné dans la nature humaine. C'est-à-dire que mes enfants, ils ont beau être éduqués dans la même famille avec les mêmes valeurs, ils ont des besoins différents et ils vont se battre entre eux pour l'attention de maman, pour les jouets, voilà, même si ça se passe très bien à la maison, en fait, le conflit, il est inné dans la nature humaine. Et c'était une grande, parce que en tant que parent, on a souvent envie de régler les disputes à la place de... Et en fait, j'ai compris que non, tout ce que je peux faire, c'est leur permettre de s'entraîner pour mieux être en conflit, pas que le conflit disparaisse. Je pense que on a tous cette espèce d'utopie. Vous connaissez la chanson de John Lennon, Imagine, un monde sans possession, sans religion. On a tous cette image, en fait, où un jour tout le monde sera d'accord et on n'aura plus besoin de résoudre nos conflits puisqu'il n'y aura plus de conflits. Mais ça n'existe pas. La nature, même des frères dans la même fratrie, se disputent pour quelque chose. Et ça, j'ai vraiment appris ça en tant que maman. Donc, si on accepte que les différences, elles sont innées et qu'elles s'en iront jamais, eh ben, il vaut mieux, j'ai lu une phrase une fois où il vaut mieux que tes enfants apprennent à se disputer de son vivant plutôt qu'ils s'engueulent à mort quand on sera plus là et que ce sera sur l'héritage. Et puis, on va pas changer le Moyen-Orient. Et puis, on va pas changer le Moyen-Orient. On est une société clanique, tribale. Deux juifs, trois opinions, ça restera vrai même après les élections de 2026. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde à la sortie de ce petit livre? Que quelqu'un me dise, grâce au chapitre sur une famille politique qui n'est pas la mienne, j'ai compris quelque chose sur eux, je les comprends mieux maintenant. Tout simplement. Là, maintenant, on fait cette interview ensemble. On est deux femmes juives qui se parlent de la politique israélienne. Pour qu'on arrive à ce point-là dans notre vie, il a fallu que toutes les valeurs dans la société israélienne coexistent. À la fois le respect et l'amour de la tradition et de la Torah, parce que sinon on ne serait pas là. Mais à la fois la ferveur et l'esprit révolutionnaire de la gauche, parce que sinon on ne serait pas là. Et le fait que je suis une femme et que je suis pas cantonnée à mon foyer, c'est très important dans ma vie. Mais c'est pas pour autant que je rejette la tradition et que je rejette... Et en fait, pour moi, on est la synthèse de toutes ces valeurs-là. Elles sont pas mutuellement exclusives. C'est une synthèse. Et tout Israël, c'est ça. C'est entre juifs et démocratiques, tout l'arc-en-ciel au milieu. Et c'est sublime, en fait. C'est une force énorme. Donc, c'est juste qu'il faut que l'arc-en-ciel reconnaisse qu'il y a plusieurs couleurs et qu'ils fonctionnent ensemble.
se plonger dans ce petit livre qui est un petit manuel, hein. Et en tout cas, c'est très pédagogique, c'est très clair. Juste avant d'aller mettre son bulletin de vote dans l'urne, ce sera plus intéressant de savoir vraiment pour qui on vote et pourquoi. Et pourquoi on vote. Merci Myriam. Merci.